Bonjour et bienvenue dans votre émission Université Visite Guidée sur la 94.7 UCAD FM, la voix de Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Mamady Biaye, doyen de la FASTEF, Faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation, professeur titulaire de physique atomique, membre du département de physique et chimie au niveau de la FASTEF. Bonjour Monsieur Biaye et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Mon parcours, je peux dire qu'après l'obtention de mon baccalauréat au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, je suis venu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus particulièrement à la faculté des sciences et techniques, où j'ai pu obtenir donc ma maîtrise en physique et chimie, maîtrise en physique appliquée. Et c'est après cela que je suis venu à l'école normale supérieure par un concours où je me suis formé. Je suis devenu enseignant de physique-chimie. Et depuis lors, j'ai été affecté au lycée de Kolda pendant 4 ans en tant qu'enseignant au lycée Alpha Mouloud Baldé de Kolda. Après le lycée Alpha Mouloud Baldé de Kolda, je suis venu au lycée Blaise Diagne où j'ai fait pratiquement 11 ans de service. Et c'est à partir de là que j'ai pu obtenir mon doctorat de 3e cycle. Parce qu'en même temps que j'enseignais au lycée Blaise Diagne, donc j'étais au niveau de la faculté de sciences et techniques pour préparer ma thèse. Alors une fois que j'ai obtenu ma thèse de 3e cycle, j'ai pu obtenir un recrutement en tant qu'enseignant à partir de l'année 2000. À partir de l'année 2000, j'ai été recruté comme assistant au niveau du département de physique-chimie de la FASTEF. Et depuis lors, j'ai suivi ma carrière. Je suis devenu chef de département de physique-chimie de la FASTEF. Ensuite, je suis devenu, à partir de 2009, assesseur de la FASTEF. Et à partir de 2015, je suis devenu doyen. Donc, pas avec mon premier mandat. Et j'en suis maintenant à mon 2e mandat en tant que doyen de la FASTEF. Voilà. Donc, quel est le rôle du doyen au niveau de la FASTEF? Le rôle du doyen, c'est de coordonner les activités d'enseignement et de recherche. Et toutes ces décisions sont prises au sein donc d'une instance qu'on appelle assemblée de faculté. Donc les décisions de l'assemblée faculté sont appliquées par le doyen de la faculté. C'est essentiellement ça, le rôle de coordination de toutes les décisions issues de l'assemblée de faculté, qui est une instance qui regroupe donc toutes les parties prenantes, en tout cas tous les enseignants, les participants, et de même que les étudiants. Donc les 3 composantes de l'université, que ce soit les personnels administratifs et de services, les étudiants et les personnels enseignants et de recherche. Ils sont tous représentés dans l'assemblée de faculté qui prend des décisions qui sont appliquées par le doyen. Et l'assesseur qui vous supplée à ce niveau? Oui, l'assesseur, lui, il m'assiste dans le cadre de mes fonctions, comme les textes l'exigent. En général, il n'a pas de fonction, n'a pas de prérogative particulière. Mais dans le temps, on a pu quand même donner une certaine attribution à l'assesseur, c'est-à-dire on lui fait occuper les aspects pédagogiques. Les aspects pédagogiques pour qu'il puisse avoir un domaine dans lequel donc, il va travailler. Donc l'assesseur s'occupe essentiellement des aspects pédagogiques au niveau de la FASTEF. Donc pratiquement c'est comme au niveau de toutes les facultés, l'assesseur il supplée en quelque sorte le doyen. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la dénomination ou bien de la passation de l'école normale à la FASTEF là? Oui, l'école normale avant c'était, c'est vrai, il avait rang d'institut de l'université de Dakar, mais on l'appelait école normale supérieure, qui a quand même eu à
cheminer. Mais avant l'école supérieure, il y avait ce qu'on appelle le centre pédagogique supérieur, CPS, qui était né en 1962. Et c'est après cela que, je crois, 7 ans plus tard, que l'école normale supérieure a été créée. Et depuis lors, et dans ce cas-là, il y a eu surtout des enseignements de type professionnel, essentiellement. Et ensuite, à partir de 2008, l'école normale supérieure est passée à la FACEF, donc Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Et à l'origine, c'était que la faculté devait pouvoir former un certain nombre d'étudiants, enfin de professeurs, sans pour autant que ça soit sur concours, hein, comme dans les autres facultés. C'était ça l'idée de départ. Et comme ça, l'État n'était pas obligé de prendre tout le monde dans la fonction publique. Alors c'était ça l'idée. Et comme ça, l'école normale pouvait, la FACEF, devenir école normale supérieure, pouvait en ce moment-là former une grande quantité d'enseignants. Mais depuis que la FACEF a été mise en place, les réalités ont fait que les étudiants se sont opposés à cette idée-là, d'être formés sans pour autant bénéficier d'être recrutés au niveau de la fonction publique. Et très vite, cette idée de départ, qui était de former un grand nombre, s'est arrêtée et l'État est revenu. Donc à la vocation initiale, c'était de recruter par concours un certain nombre. Et tout ce qui était recruté était, tout ce qui était recruté pour être formé ici à la FACEF, donc était pris par la fonction publique. Ce n'est plus maintenant cette idée de formation en masse d'enseignants qui pourraient ne pas être pris dans la fonction publique. Ça a été délaissé. Et la FASTEF a depuis lors, depuis 2008, cheminé comme l'ancienne école normale supérieure. Et seulement avec l'application du système LMD, il y a eu maintenant des enseignements de type académique qui sont venus se greffer à ça. Donc en dehors de la formation professionnelle que nous faisions dans le cadre de l'école supérieure, il y a eu maintenant la formation académique, comme ça se passe dans les autres facultés. Vous avez parlé de la formation de masse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la formation payante au niveau de la FACEF? Oui, la formation payante, ça c'était une idée que nous avions instaurée ici. Et en ce moment-là, j'étais assesseur. C'était avec mon prédécesseur. Et étant donné que nous nous sommes rendus compte que le système éducatif avait besoin d'enseignants, ça c'était une réalité. Et même si l'État, par des contraintes budgétaires, ne pouvait pas nous amener des quotas d'enseignants élevés pour pouvoir les mettre dans la fonction publique, donc nous avons imaginé pour aussi équilibrer un peu nos budgets de formation, et nous avons senti la nécessité de mettre en place une formation payante. Je pense que c'est à partir de 2012 on a mis en place la formation payante, et qui très vite s'est heurté un peu au refus donc, par l'État donc, de les recruter dans la fonction publique. Et jusqu'en 2014, de 2012 à 2014, on a arrêté. On a juste fait 3 ans, on a arrêté parce qu'il n'y avait pas la garantie d'être recruté au niveau de la fonction publique. C'est vrai, ça nous a permis quand même d'avoir des moyens. Parce qu'on a construit ici un bâtiment D, où essentiellement c'était vraiment le produit de la formation payante. Donc les parents d'élèves, donc les autres étudiants qui avaient les moyens, mais qui n'étaient pas admis au concours, avaient cette possibilité-là. Mais maintenant, il n'y a plus de formation payante depuis lors, puisque les étudiants qui avaient été formés dans le cadre de la formation payante
Et lorsque l'État donc, n'a pas pu les prendre, il y a eu les grèves de la faim, il y a eu toutes sortes d'actions qui ont fait que très vite, l'État nous avait demandé d'arrêter. Et c'est ce qui a fait qu'on a arrêté la formation payante. Donc l'idée au départ, c'était de former des élèves professeurs qui vont devoir payer et ensuite l'État va les recruter au niveau de la fonction publique. C'est ça, parce que les quotas d'enseignants que l'État nous donnait, parce que l'État nous donne chaque année un quota, qui, une fois formés, ils sont directement pris dans la fonction publique. Mais il s'est trouvé que ce quota-là ne permettait pas de satisfaire la demande d'enseignants dans les établissements d'enseignement moyen et secondaire. Alors, c'est ce qui a amené ce besoin de mettre en place une formation payante. Il y a la première idée, c'est parce qu'il y avait un besoin. Même si l'État n'arrivait pas à couvrir ça par les quotas. La deuxième idée, c'est que on avait aussi un problème de budget, donc ça nous permettait aussi, comme c'est une fonction de service, de renforcer le budget de la FASTEF, parce que ce budget-là que nous avons déjà, il est insuffisant. Donc ce sont ces deux idées-là qui nous ont poussé à mettre en place cette formation payante. Je le rappelle, vous êtes dans votre émission Université Visite Guidée sur la 94.7. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Mamadi Biaye, doyen de la FASTEF, Faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation, professeur titulaire de physique atomique, membre du département de physique et chimie au niveau de la FASTEF. Donc, monsieur le doyen, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents départements au niveau de la FASTEF? Oui, ici, nous avons pratiquement une quinzaine de départements. On a le département de mathématiques, le département de physique et chimie, le département de SVT, sciences de la vie et de la terre, le département d'histoire et géographie, le département de lettres, le département d'espagnol, le département de philosophie, et le département on appelle le département de langue romane au lieu de l'espagnol. Parce que le département de langue romane, il y a espagnol, il y a portugais, il y a italien. On appelle ça département de langue romane. Il y a le département d'arabe, il y a le département de russe, le département d'allemand, et il y a le département de ce qu'on appelle les inspecteurs. Là-bas, il y a deux départements. Et le département qui s'occupe du probatoire à l'inspectorat et le département qui s'occupe des inspecteurs. Voilà. Et aussi, il y a le département de technologie éducative. Voilà les départements de la FASTEF. Donc, au niveau de la FASTEF, on ne forme pas seulement des enseignants du collège et du lycée. Psychopédagogie, il y a le département de psychopédagogie, j'ai oublié. Donc, les inspecteurs aussi de l'éducation sont formés au niveau de la FASTEF. Oui, de tout le temps, depuis les débuts de l'école normale supérieure. Et c'est vrai, l'école normale supérieure formait d'abord les professeurs de l'enseignement moyen et secondaire. Et c'est un peu après que l'ancienne école normale supérieure a commencé à former les inspecteurs de l'enseignement élémentaire. Alors, il y avait auparavant donc une formation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les probatoires. C'est-à-dire on préparait donc les instituteurs à être formés à l'inspectorat. Mais il y a un seul diplôme, l'inspectorat. Donc c'est le corps de contrôle au niveau de l'élémentaire et du préscolaire. Et ça, c'est depuis l'ancienne école normale supérieure. Et ça continue jusqu'à présent, la formation des inspecteurs de l'enseignement élémentaire et du préscolaire. Et à ce niveau, il n'y a pas de concours direct. C'est réservé seulement aux enseignants. Si, c'est-à-dire qu'il y a deux modes d'accès pour les inspecteurs. Et il y a ce qu'on appelle le recrutement sur titre. Ce sont des instituteurs ou bien des professeurs qui avaient un certain titre, c'est-à-dire par exemple qui avaient la maîtrise. Pourtant c'est la maîtrise maintenant, on parle de plus en plus du master. Ils ont la maîtrise, sur cela, ils peuvent postuler et on étudie leur dossier. Et sur la base des dossiers, il y a une liste donc, qui est établie où ils font l'entretien. Voilà. Maintenant, il y a l'autre, ils font un concours. Donc, le concours, il y a une épreuve écrite.
Voilà, donc sur une épreuve concours de recrutement, sur épreuve écrite. Ça, ce sont les deux modes. Donc il y a un recrutement sur titre et il y a un recrutement sur concours à partir d'une épreuve écrite, puis après il y a une pratique, ce qui remplace l'entretien. La pratique remplace l'entretien dans les autres concours. Donc le concours concernant les élèves professeurs et le concours concernant les inspecteurs donc ne se font pas simultanément ces deux concours? Non, ça dépend des quotas qui ont été alloués à la FACEF, parce que nous attendons. Avant, c'est la FACEF qui écrit une note au niveau du ministère de l'Éducation nationale pour lui dire, bon, nous voulons recruter. Et maintenant, le ministère répond pour nous dire, oui, donc d'accord, vous recrutez tant. Mais depuis quelques années, nous avons ces difficultés-là. Les quotas sont soumis à d'autres circuits, ça prend du temps. De telle sorte que maintenant, nous ne faisons plus de demandes. Nous attendons que le ministère de l'Éducation nationale ait d'abord les quotas, parce que les nouveaux décrets nous disent que le Premier ministre met en place une commission au niveau de la fonction publique. C'est cette commission de la fonction publique qui va fixer les quotas de recrutement pour tous les secteurs d'activité du Sénégal, en particulier pour l'enseignement. C'est le ministère de l'Éducation nationale. Et une fois que nous avons, le ministère a les quotas, il nous envoie pour dire que bon, vous allez recruter. Et par exemple, les professeurs, voilà, ça c'est le quota de recrutement pour les professeurs de l'enseignement moyen secondaire. Et maintenant, il y a des moments où le quota pour le recrutement des inspecteurs et du préparatoire aussi arrive en même temps, en général. C'était ça avant. On recevait en même temps. Et même aussi, le concours de recrutement des instituteurs, c'est ce qu'on appelle des normaliens instituteurs. Donc tout ça, ça venait en même temps. Mais depuis quelques 7 ans, 8 ans, ces différents quotas ne viennent pas en même temps. D'ailleurs, pour cette année, le concours de recrutement pour les quotas pour les élèves professeurs, c'est venu depuis le mois de mai. Et actuellement, nous sommes en phase de préparation. Les épreuves écrites vont démarrer à partir du 31 pour les élèves professeurs. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu le quota de recrutement des inspecteurs et du préparatoires. Donc c'est ce qui explique que ces 5 dernières années, le taux ou bien l'effectif des élèves professeurs est vraiment réduit. Oui, la réduction s'est ressentie dans tous les secteurs. Bon, le nombre d'élèves inspecteurs à former que nous recrutons a diminué. De même que le nombre d'élèves inspecteurs au probatoire, ça a diminué. Et aussi, on remarque la même chose au niveau des élèves professeurs de l'enseignement moyen et secondaire. Les quotas ont fortement diminué par rapport aux autres années, il y a 6 ans derrière. C'est-à-dire il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle le probatoire. Ce sont c'est une catégorie donc d'instituts de candidats qui subissent une formation qui les prépare à faire la formation des inspecteurs. C'est pour ça que, parce que pour la formation des inspecteurs, il faut au moins avoir bon, pour le concours direct, il y a bien sûr les diplômes de CACM, de KM, etc. Il y a d'autres diplômes. Alors, mais ça, c'est surtout les instituteurs qui veulent aspirer un jour à devenir inspecteurs. C'est surtout destiné à cela. Et ils ont la possibilité de faire une formation, ce qu'on appelle le probatoire à l'inspectorat. Parce que la formation, je dis pas, voilà, c'est un peu comme les passerelles, en tout cas au niveau des inspecteurs. Parce que ceux qui ont les diplômes de KM, ça sont des enseignants, ou bien de CASM, sont des enseignants. Et donc on a aménagé un niveau de formation qu'on appelle le probatoire à l'enseignement. Ce n'est pas un diplôme, mais c'est un certain nombre d'années de formation qui permet de les verser dans la formation des inspecteurs. C'est pour ça qu'on les appelle
probatoire à l'enseignement, et probatoire à l'inspectorat. Et aussi l'autre, c'est l'inspectorat. Voilà, il y a les deux. Les instituteurs, ils font une formation, et c'était 4 ans. Hein, donc, en tout, ils font 2 ans de probatoire, ensuite 2 ans d'inspectorat. Ça fait en tout 4 ans. Alors que les autres qui ont le diplôme requis, ils viennent, ils font uniquement 2 ans d'inspectorat. Au niveau de la FASTEF, nous savons qu'il y a une formation très rigoureuse, mais est-ce qu'il peut y avoir des fois des redoublants? Oui, ça c'est depuis les premiers textes de l'école normale supérieure. Et le législateur a voulu qu'il n'y ait pas vraiment de redoublement. Hein, parce que c'est une formation professionnelle et redoublement en tant que tel, mais il y a une possibilité pour le candidat qui n'est pas admis de revenir en tant que candidat libre. C'est-à-dire quand il redoublement, ça veut dire qu'il reste dans la classe, il suit les mêmes cours qu'il avait suivis l'année d'avant. C'est ça qui veut dire qu'il a doublé la classe. Mais ici, dans la formation professionnelle, il ne double pas. C'est-à-dire qu'il va se présenter l'année suivante comme candidat libre. Donc, il ne suit pas les cours. On suit les cours une seule fois. Si vous échouez, vous allez revenir comme candidat libre. À vous de savoir si vous allez chercher un établissement pour exercer, mais vous ne revenez pas. Maintenant, il y a quelques cas de redoublement exceptionnel pour raison de maladie ou autre. Bon, cela est permis. Maintenant, ceux qui se présentent comme candidats libres, ils ont la possibilité de se présenter à deux fois. Après la première année où ils ont échoué, ils ont la possibilité de devenir candidat libre et 2 autres années. Et au terme de ces 2 autres années, ils auront déjà épuisé ce qu'on appelle leur cartouche. Ils ne sont plus repris ici. Voilà. Et quelles seront les conséquences à ce niveau? Les conséquences, c'est que depuis des années, une fois que vous avez épuisé vos cartouches, mais vous partez, vous allez faire autre chose. Certains sont restés dans les écoles privées et autres. Et récemment, avec l'avènement du système LMD, et surtout avec aussi la formation, la formation à distance, avec les milliers de vacataires et de professeurs contractuels que nous avions formés, et il y a un résidu tellement important de candidats et donc qui sont déjà dans les classes et qui sont présentés à 3 fois. Hein, ils n'ont pas eu leur diplôme. Et nous avons décidé de leur aménager encore d'autres possibilités pour se présenter, et donc au moins peut-être une 4e fois ou même une 5e fois pour qu'ils puissent avoir leur diplôme. Parce qu'ils sont déjà dans les classes, ils ne peuvent pas être renvoyés comme ça. Voilà. Et quelle est la différence entre les professeurs contractuels et vacataires pour nos éditeurs qui nous écoutent? Alors, les professeurs contractuels et vacataires, c'est une catégorie d'enseignants qui avait été recrutée depuis les années 2000. Depuis l'année 2000, ce sont souvent des enseignants qui avaient un diplôme académique, c'est-à-dire une licence, un baccalauréat, une maîtrise avant. Maintenant, on parle mais qui n'avaient pas la formation pédagogique. Alors, il n'y a pas la formation. Maintenant, pour les catégoriser, l'État a mis en place deux, je ne sais pas si on peut appeler ça corps. Quand vous commencez à exercer, vous n'avez aucun diplôme pédagogique, parce que je rappelle que les seuls diplômes qui permettent à un candidat donc d'être recruté comme enseignant, titularisé comme enseignant, c'est le diplôme de ce qu'on appelle le CAECM, certificat d'aptitude à l'enseignement moyen, certificat d'aptitude. Il y a aussi donc le KM, le certificat d'aptitude. L'autre, c'est le certificat d'aptitude à l'enseignement pour les collèges d'enseignement moyen, CAECM. Il y a le certificat d'aptitude à l'enseignement moyen, KM. Et il y a le certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, KS. Alors, ce sont les 3 seuls diplômes
qu'on peut avoir qui vous permet d'être recruté, titularisé dans un corps de l'enseignement. Alors, ces gens-là, ces candidats que l'État a recrutés depuis l'an 2000, depuis le début de l'an 2000, ils n'avaient pas ces diplômes pédagogiques-là, professionnels. Et c'est pour ça que l'État les a catégorisés, parce qu'aussi, selon que certains sont anciens, d'autres ne sont pas anciens. Quand vous entrez tout juste au début, on vous recrute, on vous prend comme vacataire, c'est-à-dire les débuts les premières années de votre insertion dans une classe, vous êtes vacataire. Ensuite, ils ont créé un corps pour dire qu'on passe de vacataire à contractuel, c'est-à-dire que vous avez une certaine ancienneté. Ayant une certaine ancienneté, vous pouvez passer à un autre corps qu'on a aménagé. De sorte que les vacataires, ce sont les tout nouveaux enseignants qui n'ont pas les diplômes pédagogiques, qui viennent d'entrer dans l'enseignement. Et maintenant, les postes contractuels, ce sont ceux qui ont eu une certaine ancienneté. Donc, ce sont les enseignants qui sont passés de vacataires à postes contractuels. Ils ont eu une certaine ancienneté. C'est ça les deux types d'enseignants qu'on avait et qui n'avaient pas encore le diplôme pédagogique, c'est-à-dire le CAECM, le KM et le KS. Donc les élèves professeurs qui sortent de la FASTEF sont des professeurs contractuels. Les élèves professeurs, parce que la formation, il y a deux formations que nous menons ici. Il y a la formation sur recrutement par concours de recrutement direct. C'est le concours direct de recrutement qu'on avait. Et cela, avant, quand ils sortaient, ils sont directement recrutés comme des fonctionnaires. Entre-temps, il y a eu un décret avec l'avènement de tous ces professeurs vacataires et contractuels qui arrivaient. L'État a institué, il y a eu un décret qui dit que maintenant on n'est pas recruté directement. Les enseignants qui sortent de la FASTEF par concours direct ne sont plus recrutés directement comme fonctionnaires, mais ils font au moins une année. Ils peuvent faire 2 années, mais ils font au moins une année comme professeur contractuel avant d'être versés dans la fonction publique. Et les étudiants que nous avions qui étaient dans la formation payante, comme eux, ils n'avaient pas passé le concours de recrutement, on leur demandait de faire 2 ans dans ce corps-là qui a été aménagé comme professeur contractuel avant de passer dans la fonction publique comme étant des fonctionnaires. Et ça, c'est les modifications qui sont intervenues dans les années 2000. Mais auparavant, tous ceux qui étaient recrutés ici, ils sont formés quand ils sortent, ils étaient recrutés directement dans la fonction publique comme fonctionnaires. En ce moment-là, il n'existait pas ce système de vacataires et de contractuels. Je le rappelle, vous êtes dans votre émission Université Visite Guidée sur la 94.7. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Mamadi Biaye, doyen de la FASTEF, Faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation, professeur titulaire de physique atomique, membre du département de physique et chimie au niveau de la FASTEF. Donc, monsieur le doyen, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fait qu'on voit un enseignant du collège qui devient après un enseignant au niveau des lycées? Est-ce qu'il y a un retour des enseignants, peut-être qui ont eu la licence ou bien le master, et qui ont fait le concours de la FASTEF niveau bac, et après qui aimeraient retourner au niveau de la FASTEF pour devenir enseignant au niveau des lycées? Oui, il y a là de 2 niveaux. Il y a des enseignants, par exemple, qui ont le niveau baccalauréat, qui arrivent ici, niveau baccalauréat, qui ont eu le certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement moyen, CAECM. Lorsqu'ils sortent, donc ils vont enseigner dans les établissements. Et dans ce lot, il y a certains d'entre eux, ils continuent à s'inscrire dans les différentes universités maintenant. Comme au Sénégal, on a beaucoup d'universités. Alors, ils continuent à s'inscrire, à se former eux-mêmes pour avoir soit leur licence ou leur maîtrise. Et maintenant, on parle là donc de master. Alors, c'est là, une fois qu'ils ont leur licence ou leur maîtrise, ils reviennent
par le biais d'une commission qui est installée au niveau du ministère de l'Éducation nationale, la commission des stages, et ces enseignants-là demandent à revenir à la FACEF pour être formés comme professeur de l'enseignement moyen PM ou bien comme professeur de l'enseignement secondaire PS. Donc c'est ça qui a continué. Mais d'année en année, le nombre de ces demandeurs-là, ce nombre a fortement augmenté, de telle sorte qu'il y a un goulot d'étranglement au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est aussi une des raisons qui ont poussé les syndicats à demander à ce qu'il y ait des passerelles professionnelles. C'est-à-dire ces enseignants-là, certains qui ont pu avoir le diplôme, bon, ils sont là, il y en a qui arrivent à être mis en position de stage, mais d'autres, dans certaines disciplines, ils ont du mal à venir. Il y a d'autres maintenant qui n'ont pas continué pour se former, pour avoir la licence, la maîtrise ou le master. Bon, ceux-là, peut-être qu'ils sont loin un peu des centres universitaires. Ce sont ceux-là que le syndicat avait demandé pour qu'il y ait ce qu'on appelle les passerelles professionnelles. Et ça a été initié depuis l'année passée. Les passerelles professionnelles ont permis à des enseignants qui sont situés dans des localités très, très reculées de pouvoir venir se former ici à la FACEF. Eux, c'est une catégorie d'enseignants qui ne sont pas logés à côté des centres universitaires pour pouvoir suivre eux-mêmes leur propre formation de licence ou de maîtrise. Mais les passerelles leur ont permis de venir et c'est la première promotion actuellement que nous formons. Et à ce niveau, il n'y a pas de critères à remplir pour ces candidats? Non, il n'y a pas de critères particuliers, il n'y en a pas. L'essentiel, c'est qu'il y a deux aspects dans les passerelles professionnelles. Il y a ceux qui vont passer, qui ont le diplôme de CAECM, certificat d'aptitude, dans les collèges d'enseignement moyen. Il parle de CAECM à KM. C'est-à-dire que vous voulez avoir une licence. Alors, vous allez venir à la FACEF pour faire, c'est le passerelle CAECM KM. Vous allez être formé en licence 3. Ensuite, une fois que vous avez votre licence 3, l'année suivante, on vous forme comme professeur de l'enseignement moyen PM. Il y a les autres maintenant qui n'ont pas de maîtrise ou bien de master, donc pour avoir le KS. Dans ce cas, c'est passerelle KM-KS. Passerelle KM-KS, il faut que le candidat ait d'abord sa maîtrise ou bien son master 1. S'il a la maîtrise ou le master 1, s'il n'a pas, il vient ici et il fait le concours pour être formé en master 1 ou bien en maîtrise. Une fois qu'il est formé en master 1 ou maîtrise, à ce moment-là, la deuxième année, au lieu de faire le master 2, il va faire directement le KS. Donc, de telle sorte que les deux passerelles professionnelles, CAECM, KM, ils font 2 ans. 1 an pour avoir le diplôme académique qui est la licence 3 et 1 an pour avoir le diplôme professionnel qui est le KM. Les passerelles professionnelles KM, KS, eux aussi, ils font 2 ans. 1 an pour avoir donc la maîtrise ou le master 1 et 1 an pour avoir donc le KS. Donc c'est ce que nous avons commencé à dérouler à partir de cette année. Qu'est-ce qui explique la suppression du bac comme billet d'entrée au niveau de certains départements, au niveau de la FACEF, surtout pour les littéraires? Ça c'est peut-être que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui pourrait mieux répondre à ça. Bon, mais nous on le sait un peu. Bon, parce que aussi il faut remarquer que même cette formation niveau bac, en principe, depuis que cela a été mis en place, c'est dans les années 74-75, on avait dit même c'était même provisoirement, parce qu'il y avait eu un déficit d'enseignants à un moment donné. Mais sinon, il y avait les 2 diplômes KM, professeur de l'enseignement moyen, les collèges. Ensuite, KS, pour le professeur de l'enseignement secondaire dans les lycées. Alors, donc, le CAECM est venu parce qu'il y avait un problème conjoncturel donc, qui a fait qu'on l'avait introduit. Maintenant, chemin faisant, l'État donc, a pu se rendre compte que très certainement dans les disciplines littéraires,
peut-être qu'ils avaient beaucoup plus besoin de ceux qui avaient la licence ou bien la maîtrise pour qu'on les forme en KM ou bien en KS. Et c'est ce qui a fait que, donc à ce niveau-là, les quotas de recrutement qu'on nous alloue, ça disparaît. C'est vrai que l'année passée, on a eu le recrutement au niveau de l'espagnol, lettres espagnoles. Hein? Il y avait aussi avant lettres portugais, mais maintenant ça n'existe plus. Hein? Mais cette année, comme les autres années, on a uniquement donc la formation en mathématiques, physique, chimie, et mathématiques et SVT. Donc, je pense que c'est le besoin, ce sont les besoins du ministère, sont beaucoup plus ailleurs. Parce qu'on s'est rendu compte que même dans les établissements, il y a moins d'enseignants qui ont le KS. Or, il y a un besoin là-bas. De telle sorte que, souvent, on y a amené les enseignants qui ont le KM, qui devraient aller enseigner dans les collèges. On les amène au niveau des lycées et collèges. Hein? Donc, actuellement, ce n'est pas comme avant. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont la licence. Beaucoup d'enseignants qui ont la maîtrise ou le master et qui ne sont en lettres, bien entendu. Que ce soit en anglais, en lettres modernes, en espagnol, en portugais, en italien, en russe, en allemand. Ils sont nombreux. Certainement, avec le problème des besoins dans les établissements, il n'était pas peut-être nécessaire d'aller prendre ceux qui ont le niveau bac. Donc ce n'est pas pour des soucis de niveau? Non, c'est pas un problème de souci de niveau. Vous savez, le problème de niveau, les gens l'évoquent et souvent les gens ne savent pas. Parce que souvent, quand on entend, par exemple, quand c'est un scientifique, on a vu souvent certaines grèves, quand les étudiants et quand les enseignants parlent, on entend que ces étudiants, en fait ces enseignants, souvent, certains font des fautes, etc. Mais ils sont faibles. Mais un enseignant de sciences qui fait des fautes, mais il parle français. Le français, en fait, c'est vrai, c'est la langue qu'il choisit pour véhiculer son message, mais c'est pas un professeur de français. C'est pas parce qu'il a fait quelques fautes qu'on peut penser qu'il a un niveau faible. On pourrait comprendre ça quand c'est un enseignant qui de lettres, par exemple lettres français, lettres anglais, etc. Hein? Donc ce n'est pas un problème de niveau. Surtout que en sciences, on continue à recruter. Il y a les quotas en mathématiques, physique, chimie et les quotas en mathématiques SVT. Donc ce n'est pas un problème de niveau. Hein? Parce que l'enseignant aussi qui est formé, la formation initiale que nous donnons, mais elle n'est pas, elle est toujours incomplète. C'est l'enseignant maintenant qui va continuer à se former dans ses classes. Hein? Donc la formation ne s'arrête pas. Ce qu'on lui donne dans la formation ici, ce sont vraiment donc les aptitudes. C'est pour ça que le diplôme est appelé certificat d'aptitude à l'enseignement moyen, certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement moyen. C'est-à-dire qu'on essaie de donner une certaine aptitude. À la fin de l'année, on sait qu'il a des aptitudes pour quand même faire un bon enseignement. Et maintenant, le reste, c'est à lui de compléter dans sa classe. Mais ce n'est pas des problèmes de niveau, parce que un enseignant de sciences fait des fautes, quelques fautes, qu'on dit que le niveau est faible. Ou bien ce qu'on dit d'habitude que avec le baccalauréat, le niveau ABC, etc. Donc c'est pas ça. Ceux qui sont admis, ils ont leur diplôme, mais on ne peut pas dire qu'ils sont faibles. D'autant que le niveau bac, quand ils viennent ici, dans la formation, il y a un complément de formation académique qui est faite la première année. La première année, on revient sur beaucoup de modules de formation académique. Il y a un renforcement donc académique qui est fait la première année, essentiellement. Ensuite, la deuxième année, ils font donc la formation pédagogique en tant que telle, où on donne les modules pédagogiques. Ça, c'est en deuxième année. Donc, tout est fait de telle sorte que, même si l'étudiant nous arrive avec quelques lacunes par-ci, par-là, et cela est comblé par donc ces renforcements de modules. Et pendant toute
toute la première année, c'est un renforcement de capacité qui leur permet donc de les mettre à niveau. Donc pour le concours direct, le Master 1 n'est plus admis au niveau de la FASTEF. C'est ça, parce qu'il y a eu un décret. Le décret, enfin, il y a 3 décrets. Le décret concernant le KS, certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, le décret concernant le KM, certificat d'aptitude à l'enseignement moyen, le décret concernant donc le CAE-CM, certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement moyen. Donc, alors pour le décret concernant le KS, effectivement, la maîtrise n'existant plus, qui était un peu l'équivalent du Master 1, Master 1 n'étant pas un diplôme, on a exigé un Master. Alors, donc, dans ce nouveau décret sur le KS, si un candidat a par devers lui un diplôme ancien qui est la maîtrise, il l'a quelque part, il peut venir pour postuler. Ou bien s'il a un master, quand on dit master, ça veut dire master de master complet, il peut postuler. Mais on avait connu une phase transitoire où on admettait que les étudiants composaient en master 1. À ce moment-là, il n'y avait pas ce nouveau décret sur le KS. Mais quand ce décret a été signé, un candidat ne peut plus déposer avec son Master 1. Il faut nécessairement avoir son Master 2. Donc, un Master au complet pour pouvoir postuler. Voilà, donc pour vous répondre, je me répète, donc le Master 1 n'est plus admis comme un élément pour pouvoir concourir au niveau de la FASTEF. Je vais revenir un peu sur la formation des élèves professeurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des stages? Oui, les stages, nous le faisions comme avant. Bon, les stages, il y a une partie des stages, une préparation qui se fait ici. Il y a ce qu'on appelle le stage du micro-enseignement. C'est-à-dire dans la formation, les élèves professeurs sont mis en situation où ils sont devant. À l'origine, c'était les élèves du lycée Sédou Nourou Tall, donc qui venaient en salle par groupe de 10 à peu près. Et les élèves professeurs ils donnaient des cours donc devant ces élèves-là. Mais au fur et à mesure, le lycée d'application a pris son indépendance. Ce n'est plus un lycée d'application de l'école supérieure, c'était ça. Sa vocation. Il n'y avait plus ça. Maintenant, les élèves professeurs, ils font des simulations. C'est-à-dire, c'est leurs collègues qui servent d'élèves, ce qu'on appelle une simulation. Ça permet de les préparer pour le stage, ce qu'on appelle à responsabilité entière. Donc ça, c'est la première étape. Ce qu'on appelle la simulation. Ensuite, on les amène. Donc, ils vont observer des leçons dans les établissements. Ensuite, ils vont commencer à faire des leçons, on appelle des leçons d'essai eux-mêmes. Et une fois qu'ils ont fait cette première partie-là, ensuite, vers le mois de mars, on les envoie donc dans les établissements où ils prennent en charge une classe, mais une classe d'un professeur de l'établissement. Lui, il devient conseiller. Il devient son conseiller. Donc, je suis le stagiaire qui suit entièrement, qui fait entièrement le cours pendant les 3 à 4 mois qui restent dans l'année. Donc, c'est ça qu'on appelle le stage à responsabilité entière. Bon, maintenant, il y a eu quelques difficultés quand même, parce que souvent, à un moment donné, avec le nombre important de stagiaires, il y a eu des moments où on a même eu des difficultés pour les placer, parce qu'on se retrouve avec un conseiller qui a, par exemple, s'il a 3 classes, ces 3 classes sont prises par des stagiaires. Or, les stagiaires, souvent, ils n'ont pas une bonne cote, parce que souvent, les établissements, quand c'est un stagiaire, on pense pas, est-ce qu'ils vont pas diminuer le niveau de compétence des élèves. Donc, c'est ce qui veut dire que souvent aussi, il y a le conseil, il se décharge carrément sur ces stagiaires
pratiquement, il y en a qui ne suivent plus ces enseignants-là. Et c'est pour cela que les établissements nous ont demandé pour dire que maintenant, ils vont accepter un seul stagiaire par conseiller. Même s'ils ont 2 à 3 à 4 classes, ils ne prendront qu'un seul conseiller. Bon, ça nous a causé quelques difficultés, mais avec maintenant la diminution des quotas, donc tout est rentré dans l'ordre, on arrive à placer nos stagiaires dans les établissements. Et monsieur le doyen, pour les affectations, qu'est-ce qui explique le fait que certains sont affectés non loin de Dakar et d'autres dans des zones très reculées? Bon, pour les affectations, ça ne relève pas de la FASTEF. Bon, nous, on n'a que des informations. Au début, c'était un problème de rang, parce que lorsque nous terminons, nous envoyons au ministère de l'Éducation nationale les admis. On les envoie par ordre de mérite. Alors, souvent, quand ces postulants-là, quand ils demandent une localité qui semble... Alors, qu'est-ce qu'ils font au début? Ils choisissent la personne qui est la mieux classée. Hein, c'était un peu ça, on tenait compte du rang. Bon, il y a aussi que ils ont scindé en plusieurs groupes, hein, les 14 régions. Hein, donc, il y a des points, bon, ils savent comment, en tout cas, les enseignants, ils postulent suivant ces zones, c'est par zone. C'est-à-dire, les zones sont regroupées en 3 régions ou bien en 4 régions. Bon, là, maintenant, il y a d'autres critères qui interviennent. Donc, c'est pour ça que souvent, vous voyez que un enseignant qui est premier, bon, qui demande peut-être en première, sa première proposition, mais il n'est pas envoyé là-bas, il est envoyé ailleurs. Bon. Et là, souvent, nous, on ne maîtrise pas ça. Ce sont la commission, ce sont ceux-là qui peuvent vous dire exactement ce que cela est. Mais au départ, on savait que c'était des critères de performance, c'est-à-dire les mieux classés. Et donc, quand ils compétissent avec les autres, c'est le mieux classé qui gagne le poste. Donc, les affectations, ce n'est pas au niveau de la FASTEF? C'est ça. Nous ne sommes même pas associés là-bas. C'est-à-dire que quand on doit affecter, par exemple, les mises en possession de stage, les mises en possession de stage, là, on peut être convié. Il y a des années, donc, on nous convie à cela dans la commission. Mais pour nos sortants qui doivent être envoyés dans les établissements, donc, la FASTEF n'est même pas conviée. Donc, la FASTEF, ça ne concerne pas la FASTEF. Tout ce qu'on a là-bas, on n'a que des informations uniquement. Et pour le concours de la FASTEF pour cette année, il y a eu beaucoup de rumeurs concernant l'ouverture du concours, surtout au niveau des réseaux sociaux. Voilà. Quelle est votre réaction à ce niveau? Au niveau des réseaux sociaux? Oui, à un moment donné, nous-mêmes, on s'était rendu compte qu'il y a des gens qui ont profité de ça pour dire que bon, le concours est ouvert, etc. On a eu des informations. Et je pense qu'il y a même eu un cas d'un candidat qui s'était même inscrit. Bon, je pense qu'il y a eu... ça ne devait pas se produire, cette inscription-là, puisqu'on a verrouillé la partie de la plateforme que Wari a mis à notre disposition. Bon, ça, on ne sait pas comment il a fait pour s'inscrire. En tout cas, une personne, on sait, il s'est inscrit. Bon, mais là, moi, je n'ai pas voulu démentir parce qu'on m'avait demandé d'écrire là-bas et puis de démentir. Bon, moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Je n'ai pas voulu aussi écrire là-bas parce que dans les réseaux sociaux, les gens disent souvent de n'importe quoi. Donc, si tu veux démentir des choses comme ça là-bas, je me dis, est-ce que la cible va recevoir ces démentis-là? Je ne l'ai pas fait. Bon, maintenant, on a ouvert le concours, donc on a clôturé, et tout s'est bien passé, vraiment, malgré ce petit quoi qu'il y a eu là avant qu'on ouvre le concours. Dans ce sens, est-ce qu'il ne faudrait pas, à votre niveau, faire un communiqué ou bien un point de presse pour dire que c'est des rumeurs et que le concours va bientôt ouvrir, voilà, comme ça? Oui, mais c'est dans les réseaux sociaux, c'est pas une seule personne qui a fait ça. Et même la personne qui s'est inscrite, mais nous disons que en tant que, je n'ai pas intellectuel, il aurait dû quand même s'informer. Il ne peut pas aller comme ça, en solo, comme ça, directement sur Wari.
Parce qu'à chaque concours, ici, il y a un communiqué qui est publié au niveau de la presse écrite. Parce qu'il y a, j'envoie un communiqué au niveau de la presse écrite. Ensuite, j'envoie un communiqué au niveau de la presse parlée. Donc, il y a 2, 3 ou 4 passages au niveau de la presse parlée. Et ensuite, il y a les affichages. Nous faisons des affichages, bien sûr, avec des trucs bien datés, que c'est maintenant dans l'enceinte de la FACEF. Ensuite, il y a l'affichage au niveau du site de la FACEF. Donc, tout ça, on le fait pour le concours. Donc, la presse écrite, donc publie, on envoie à la presse écrite, on envoie à la presse parlée avec plusieurs passages, et on fait des affichages au niveau de la FACEF, nous faisons des affichages au niveau du site de la FACEF. Donc avec tout ça, je pense que quelqu'un qui n'a vu qu'un élément dans les réseaux sociaux, tu ne t'es même pas posé la question, même pas demandé à la FACEF, tu vas t'inscrire. Ça veut dire qu'il a fait à ses risques et périls, il a fait du n'importe quoi. Et pour la durée des stages? La durée des stages, les textes disent 8 semaines. 8 semaines de stage. Bon, en général, on dépasse souvent un peu des fois les 8 semaines. Parce que une fois que le candidat a été, donc a fait son inspection, en général, il continue jusqu'à la fin de l'année. Parce que les inspections, souvent, démarrent au mois de mai, et se terminent en juin. Donc, vers le 20 juin, en général, on termine tout. Donc, inspection mai-juin. Bon, rarement, les départements commencent au mois d'avril. Mais au mois de mars, déjà, ils sont envoyés. Depuis le début du mars. Au plus tard, il y en a des départements qui envoient les stagiaires un peu avant, ça dit fin février. De sorte que, quand vous comptabilisez, souvent, on dépasse les 8 semaines de stage. Mais les textes disent 8 semaines. Donc, les stages se font parallèlement avec les cours? C'est ça. C'est-à-dire que pendant les stages, les cours diminuent. C'est-à-dire les cours théoriques au niveau de la FACEF diminuent. C'est-à-dire que l'étudiant, il ne fait que quelques cours. Il ne fait que quelques cours parce que le stage lui prend beaucoup plus de temps. Et surtout aussi, comme souvent avec un certain nombre de stagiaires, pour trouver un calendrier qui permet à chacun d'être dans son établissement pour faire les stages et revenir faire le cours, c'est un peu difficile. C'est pour cela que là, les cours sont... on a des cours assez intenses au premier semestre, mais au second semestre, c'est le stage qui est privilégié. Il y a juste quelques cours qui se font en même temps qu'avec le stage. Je le rappelle, vous êtes dans votre émission Université Visite Guidée sur la 94.7. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Mamady Biaye, doyen de la FACEF, Faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation, professeur titulaire de physique atomique, membre du département de physique et chimie au niveau de la FACEF. Donc, nous avons parlé du rôle du doyen, nous avons parlé également des prérogatives du doyen, du fonctionnement de la FACEF et de ses différents départements. Donc, monsieur le doyen, quels sont les défis actuels de la FACEF? Donc, les défis, je pense que c'est surtout d'abord l'ancrage de la FACEF dans ce que nous appelons la faculté école. Parce que, comme je vous l'avais dit tantôt, il y a eu un moment où la FACEF en tant que telle, en tant que faculté, a fonctionné pendant un bon moment comme l'ancienne école supérieure. Et beaucoup de gens n'ont pas vu donc ce changement. Pourquoi? Quel est l'intérêt du changement en faculté? Ça a posé problème. Et les gens avaient raison parce qu'on déroulait la même chose, on déroulait les mêmes types de formation qu'au moment de l'école normale supérieure. Alors, mais après, surtout je dis avec le système LMD, la FACEF donc demeure une faculté école et c'est ancré dans une faculté école qui doit continuer, même si certains sont un peu sceptiques. Donc la faculté école, faculté en tant que telle, fait que nous avons maintenant les autres niveaux
du CEM-LMD. Par exemple, nous avons des licences 3. Les licences 3, c'est pour former les enseignants dans le cadre des passerelles professionnelles. Et nous avons aussi des master 1 et master 2 pour former non seulement des vacataires, que ce soit en philo, parce que vous avez entendu les philosophes, les sociologues qu'on forme en philo, etc., mais aussi les passerelles professionnels. Donc M1, master 1, et M2, master 2, et là aussi, c'est un ancrage en tant que faculté, donc en tant que diplôme académique, qui nous permet donc de nous ancrer dans cet aspect faculté, comme les autres facultés. Alors l'autre partie, l'école, l'école, ça nous l'avons hérité de l'enseignement supérieur, avec la formation dans les 3 types de professeurs. Professeurs chargés de collèges d'enseignement moyen, qui ont les diplômes de CAECM, certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement moyen. Ensuite, les PM, les professeurs de l'enseignement moyen, qui ont le diplôme de KM, certificat d'aptitude à l'enseignement moyen. Ensuite, les professeurs de l'enseignement secondaire, PES, et donc qui ont le diplôme du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, KS. Donc, nous avons ces deux aspects-là, ces deux formations, une formation professionnelle et une formation académique. Donc la formation professionnelle nous ancre dans l'aspect école de formation. Et les diplômes académiques, licence 3, master 1, master 2, nous ancrent dans la faculté. Donc cet ancrage de faculté-école, c'est un défi que nous devons continuer et faire en sorte que les collègues qui étaient sceptiques au départ puissent quand même s'aviser et voir que quand même c'était une bonne chose de créer cette faculté-là. Et il y a aussi l'autre défi, c'est la formation continue. Vous savez, l'école normale supérieure, la formation continue en tant que telle, qui avait été créée ici même par le professeur Iba Der Thiam, quand il était directeur de l'enseignement, directeur de l'école normale supérieure. Quand il est parti, il est devenu ministre de l'Éducation nationale. C'est en ce moment-là que la formation continue à migrer au niveau de l'Éducation nationale. Mais la FACEF a continué en tant qu'école normale supérieure, à continuer à travailler dans cette formation continue. Et la faculté en tant que telle a pris la relève. Mais la difficulté, en tout cas le défi, c'est de pouvoir faire en sorte que les enseignants se déploient sur le terrain pour qu'ils puissent en tout cas assumer cette fonction-là. Et ça, c'est toute la difficulté parce que ça demande des moyens d'envoyer un certain nombre de collègues au niveau des régions pour qu'ils aillent former sur place et pour qu'ils aillent animer des stages, animer des séminaires de formation donc au niveau des enseignants qui en ont besoin. C'est vrai qu'il existe des structures de formation continuée au niveau de l'éducation nationale qu'on appelle des pôles qui sont devenus maintenant les CRPE. Dans les CRPE, effectivement, il y a des enseignants qui sont là-bas, qui font la formation continue. Mais nous avons dans notre texte donc cette prérogative de le faire. Parce que c'est nous qui avons fait la formation initiale. On devrait pouvoir continuer à faire la formation continue. Mais les problèmes de moyens font que nous n'avons pas à assumer cette partie de formation continue. Et c'est pour cela qu'à mon niveau, je disais que dès l'année prochaine, on va commencer, en tout cas avec le peu de moyens que nous avons, même si c'est quelques départements qui seront concernés, nous allons commencer à déployer certains collègues dans les régions. C'est après maintenant qu'on va demander à l'État de nous appuyer à ce niveau-là. Donc, il y a surtout donc ces deux défis. Donc, le défi donc de mieux mettre l'accent sur la formation continue. Et l'autre défi, c'est de nous considérer que l'école normale supérieure en tant que telle, c'est dépassé maintenant. Maintenant, nous sommes dans la faculté école. Et cet ancrage-là, nous allons devoir l'assumer. Bon, il y a juste un dernier défi que j'ai démarré cette année.
c'est le nom même de la faculté. C'est faculté de sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Alors, nous avons l'aspect faculté des sciences de la formation, de l'éducation et de la formation. Mais il y a l'autre faculté de technologie. Les technologies de l'éducation, c'est ça le défi. C'est-à-dire le fait de faire en sorte que les enseignants que nous formons puissent maîtriser donc les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir, dans leurs enseignements, intégrer donc les TIC. Les TIC, c'est-à-dire qu'il faut comment intégrer les TIC dans l'enseignement. Et ça, nous avons commencé, mais c'est assez timide. Pour cela, il nous faut donc s'assurer, en tout cas faire des cours pour voir si tous les enseignants, enfin tous nos formés là, ils maîtrisent donc les b.a.-ba de l'ordinateur. C'est ce qu'on appelle donc les compétences de base. Donc ils vont apprendre les compétences de base et ensuite maintenant, ils vont pouvoir intégrer donc les TIC dans leurs enseignements. Et souvent, il y a eu un moment où pendant 4 ans, on n'a pas eu d'informaticiens, des enseignants en informatique. Donc maintenant, on a fait des recrutements et nous comptons, en tout cas dès la rentrée, vraiment faire en sorte que dans les différents départements, qu'il y ait au moins des collègues qui puissent assurer cette fonction intégration des TIC dans l'enseignement. Dans les différents départements. Dans chaque grand département, on va donc mettre à niveau 2 collègues qui vont se charger de ça. Dans les départements à petit effectif, il y aura un enseignant qui va s'assurer donc de l'intégration de TIC dans l'enseignement. Donc cette partie technologie, c'est le parent pauvre de notre formation. Et ça, les moyens sont en train d'être mis en place, donc les enseignants, etc. Dès l'année prochaine, vraiment, nous voulons que cela soit vraiment bien ancré. Voilà un peu les 3 défis donc, qui nous interpellent et qui doivent quand même nous permettre à la FACEF vraiment d'exister en tant que faculté école. L'émission tire presque à sa fin. Donc, quel appel faites-vous à la direction de certains candidats qui sont pessimistes ou bien qui sont sceptiques, le fait qu'ils parlent de corruption ou bien de branlo au niveau de ces instances comme la FASTEF, ENA et autres? Oui, c'est-à-dire que je crois que si on suit un peu certains étudiants, il y a une année où on n'a pas recruté. Il n'y a pas eu le quota. Il n'y a pas eu de quota. Nous, on a organisé le concours alors que le ministère nous avait promis des quotas. Et cette année-là, le cri de cœur des candidats, je pense que ceux qui les ont écoutés dans leur intervention, quand ils faisaient leur intifada au niveau de l'avenue Cheikh Anta Diop, ça ils l'ont dit, et c'est clair net que la FACEF, vraiment, c'est l'institution où, quand vous passez un concours, vous êtes sûr que c'est votre travail qui va vous amener là-bas. Hein, c'est pas un bras long qui vous amène à la FACEF. Donc ça, nous avons trouvé ça ici avec les anciens, hein, et nous essayons de cultiver ça, hein, pour la corruption à l'examen, tout ça. Je pense que vous n'entendrez pas du tout des choses qui ressemblent à ça, que j'ai passé un concours, peut-être on a pris telle personne, ici sont admis, telle personne ne sont pas admis. Ici, de manière rigoureuse, les gens sont responsables, parce que les enseignants aussi, nous sommes des enseignants de lycée avant de venir ici. Maintenant qu'il y a d'autres qui n'ont pas été dans le lycée. Et c'est pour ça que la performance, hein, et donc le mérite, c'est un credo, hein, qui nous est cher. Et là, vraiment, pour les étudiants qui veulent passer le concours, vraiment, je les rassure que ils n'ont qu'à se présenter. En tout cas, ce qu'ils auront, ils sauront que ce qu'ils auront comme résultat, ils sauront que c'est le résultat de leur travail. Ici, il n'y a pas de bras longs. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont admis, ils connaissent personne ici. Hein? Donc, moi, j'ai combien de neveux? J'ai mes 2 neveux qui avaient passé le concours ici. Donc, 3 fois, ils ne sont pas admis. Et l'autre même, j'étais obligé de lui faire la formation payante. En ce moment, il y avait la formation payante. Actuellement, j'ai un neveu qui est à l'Abidjan, et ça fait maintenant 2 fois qu'il passe le concours, le concours de la FACEF, et il n'est pas admis.
Mon neveu, il est à la maison chez moi. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas parce que lui, il a son oncle qui est doyen de la FASTEF, et il est chez moi à la maison, mais s'il ne travaille pas, il va encore échouer. Donc, c'est pour le rassurer que ici, c'est un exemple que je donne. Et d'autres aussi peuvent donner d'autres exemples similaires. Donc, s'ils travaillent, ils sont admis. Donc, il n'y a pas question de bras longs ici. Merci pour ces éclairages, monsieur le doyen. Donc, à la fin de chaque émission, nous posons une question bonus à notre invité. Donc, de votre temps libre, qu'est-ce que vous aimez faire? Bon, mon temps libre, maintenant, avant, je faisais juste un peu de sport, hein, le footing, etc. Bon, maintenant, j'en fais mes peu. Je n'ai pas tellement d'activités, hein, sauf que, bon, je lis des revues de sciences. C'est ça, j'ai peu d'activités, apparemment, parce que déjà, le travail qui est là, c'est un travail qui est très soutenu. Hein. Quand vous venez le lundi à 8h, vous rentrez à 18h, hein, jusqu'au samedi. Hein, je n'ai pas de jour de repos. Samedi à midi, vous quittez. Donc quand vous rentrez à la maison, vous ne pensez pas à aller à d'autres cérémonies. Donc c'est pour se coucher et se reposer. C'est rester avec la famille surtout, qui ne nous a pas vus pendant toute la journée. Et en général, bon, le dimanche matin, je fais un peu de jogging. Donc moi, je n'ai pas d'activité autre que vraiment le travail que j'ai fait ici en tant que doyen, qui me prend vraiment beaucoup de temps et qui me laisse très peu de temps de loisirs. Donc le peu de temps que vous avez, vous le consacrez à la famille et au sport. C'est ça. Professeur Mamadi Biaye, doyen de la FASTEF, Faculté des sciences et techniques de l'éducation et de la formation, professeur titulaire de physique atomique, membre du département de physique et chimie à la FASTEF. Merci d'avoir été avec nous dans l'émission Université Visite Guidée sur la 94.7 UCAD FM, la voix de Cheikh Anta Diop. Nous remercions également le directeur de la radio, M. Ousmane Sen. Nous remercions aussi Mme Ndiaye au niveau de l'assessorat à la FASTEF, à la technique Khalil Sissé, à la présentation Saliou Niang. Merci et à la prochaine.